Bien, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, je suis très heureux d'être parmi vous. Si je comprends bien, c'est un événement, puisque c'est la première séance de ce cycle que vous venez de décrire, et je suis heureux d'être parmi vous pour cette première séance, et je ne suis pas étonné que vous ayez choisi comme premier thème de débat et d'échange le thème de l'énergie. Je vous laisse réaliser combien notre monde a changé en quelques mois, en quelques années, car le thème de l'énergie avait cessé d'intéresser les opinions politiques et publiques pendant près de 10 ans. Et il a fallu que depuis environ 2 ans, l'énergie redevienne ce qu'elle aurait toujours dû être, c'est-à-dire un enjeu de stratégie à long terme, une préoccupation à long terme des politiques et des industriels. En effet, nous prenons conscience aujourd'hui à nouveau que l'énergie est un bien rare, un bien précieux, un bien essentiel, que c'est aussi un facteur déterminant pour le développement, comme le thème des échanges d'aujourd'hui le rappelle, que c'est aussi un levier pour lutter contre le changement climatique. Et c'est pourquoi je voudrais, avant d'échanger, j'espère que nous pourrons avoir des échanges, vous faire part de quelques réflexions sur ce thème. Et si vous voulez bien, je vais partir du général au particulier, mais le général sera européen. Je me situe dans un contexte européen, que d'ailleurs M. Robert Hue a évoqué lui-même. Et puis après de venir à la situation particulière de la France. Alors le contexte européen, je voudrais vous citer pour moi quels sont les 5 faits qui vont moduler et vont définir les conditions d'une stratégie dans le domaine de l'énergie en Europe. Premier fait, je l'ai choisi, bien sûr, et d'autres ici parmi vous en choisiront d'autres, mais c'est 5 faits. Premier fait, qui est d'ailleurs l'objet d'une prise de conscience unanime, c'est la dépendance énergétique forte de l'Europe, dépendance qui est croissante. Il n'y a pas que la prise de conscience qui est croissante, la dépendance elle-même. Il y a quelques mois, dans le document qui d'ailleurs se révèle après les quelques mois un document précurseur et qui avait bien anticipé la situation, qui était le livre vert qui avait été présenté par Madame de Palacio, qui était commissaire européen en 2000. Donc c'était déjà avant que cette évidence soit partagée, et ce document faisait apparaître que d'ici à 20 ans, 30 ans, la dépendance de l'Europe dans ses besoins énergétiques passerait de 50% à 70% à l'égard des produits importés. Et cette prise de conscience, les pays maintenant commencent à en prendre conscience. Et je vous donne un indicateur. Vous savez qu'il y a un gazoduc qui relie l'Angleterre au continent. Il y a une liaison. Et à l'origine, ce gazoduc était fait, et d'ailleurs il a été construit avec des turbines qui fonctionnent que dans un sens. Il était fait pour approvisionner l'Europe continentale à partir de gaz anglais. Eh bien, depuis quelques mois, je crois que c'était au printemps dernier, on a dû faire des investissements pour inverser le flot. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne est en train, comme les autres pays, de devenir dépendante. Deuxième fait que je voudrais citer, c'est la prise de conscience des opinions publiques, mais aussi des responsables politiques, de l'enjeu que représente la protection de l'environnement avec la mise en place de quotas d'émissions qui sont évidemment un élément, une contrainte qui va peser sur la compétitivité de nos économies et sur le coût de l'énergie. Troisième élément, c'est un fait, qu'on le regrette ou qu'on s'en loue, c'est l'ouverture des marchés. Progressivement, depuis maintenant pratiquement 10 ans, le processus s'est mis en route il y a une dizaine d'années. Les marchés de l'énergie se sont ouverts en Europe avec des processus réglementaires
qui fait que la concurrence s'est développée et les échanges d'énergie entre pays se sont développés. C'est un processus qui n'est pas complètement achevé, mais nous avons clairement franchi le milieu du gué et l'horizon de 2007 est aujourd'hui très proche. Et en 2007, c'est l'ensemble des marchés de l'électricité et du gaz naturel qui seront ouverts à travers des mécanismes réglementés permettant de développer la concurrence. Quatrième élément que je voudrais citer, c'est que l'Europe et tous les responsables européens ont pris conscience que l'ère de l'énergie abondante était révolue et qu'il y avait dorénavant à nouveau besoin d'investir, y compris dans les capacités de production, et notamment de production d'électricité. Et donc, il y a nécessité, dorénavant, et ceci depuis cette année, de prévoir des investissements non seulement de capacité, mais aussi d'infrastructures dans tous les domaines énergétiques, et en particulier dans le domaine de l'électricité. Et cinquième élément, qui est un petit peu la résultante de tout cela, et qui concerne plus particulièrement le secteur de l'électricité et du gaz, c'est que cette ouverture des marchés de l'électricité et du gaz se traduit par des enjeux qui ont pris maintenant une dimension européenne. Le marché pertinent n'est plus le marché national. Auparavant, chacun était en monopole chez lui. C'était quelquefois des monopoles locaux, régionaux, nationaux. C'est fini. Il y a maintenant un enjeu européen. Et l'article que vous évoquez, M. Robert-Hue, et le rappel, c'est qu'il y a maintenant, on voit apparaître un certain nombre d'opérateurs de dimension européenne. Alors ça, c'est le contexte européen. Face à ça, quels sont les thèmes sur lesquels il y a des choix à effectuer, des choix qui sont des choix de politique énergétique? Mais il y a deux types de choix, et je dirais qu'au niveau assez général et au niveau du choix des thèmes, il y a un certain consensus. Après, les divergences apparaissent dans les modalités et peut-être dans des choix plus fins. Premier choix, c'est l'efficacité énergétique. Il est évident que dans le contexte que je viens de décrire, il y a nécessité de renforcer, d'améliorer l'efficacité énergétique, et qui est, je dirais, c'est le levier sur lequel tout le monde converge, puisqu'il permet de concilier à la fois la moindre dépendance énergétique, le moindre impact environnemental, le moindre besoin d'investissement et, il faut le souhaiter, l'économie pour les consommateurs. Alors l'Europe a pris des initiatives dans ce sens, mais la France est plutôt en avance dans le peloton des pays européens, et notamment la loi sur l'énergie qui vient d'être votée prévoit d'apporter un instrument nouveau qui sont les certificats d'économie d'énergie. Et puis, il faut bien voir que dans les économies d'énergie, il y a deux réserves d'économie d'énergie importantes. La première, c'est dans l'isolation. La seconde, c'est dans la production et dans l'utilisation de l'énergie. Et ces deux gisements, qui sont à peu près de 25 à 30 TWh chacun, sont largement encouragés par la loi sur l'énergie. Mais il faut également, et vous y avez fait allusion, changer les comportements des consommateurs, mais aussi comportements des industriels. Il va y avoir des filières industrielles qui vont être pénalisées par la hausse du coût de l'énergie, mais il va y avoir au contraire des nouvelles opportunités de filières industrielles. Donc il y a un bouleversement qui demande du temps, puisqu'il s'agit de toucher, sont concernés les comportements, mais aussi l'investissement en matière industrielle. Et dans ce domaine, il est logique que les politiques nationales ou européennes permettent d'encourager et de favoriser cette adaptation des comportements. Alors s'il y a un consensus sur ce choix de l'économie d'énergie, il y a un consensus sur le fait qu'il faut choisir de nouvelles ou encourager de nouvelles énergies primaires, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur lesquelles. Alors, le premier type d'énergie primaire sur lequel il y a relativement un consensus, les divergences peuvent apparaître sur le degré, sont les énergies renouvelables. Alors, en la matière, des objectifs chiffrés très ambitieux ont été fixés au niveau européen, mais aussi pour la France. L'objectif fixé est aujourd'hui pour la France de 21% en 2010
il faut bien voir qu'aujourd'hui, c'est pratiquement un doublement par rapport à l'objectif que nous avons, par rapport, à ce que nous faisons aujourd'hui à travers les énergies renouvelables dont nous disposons. Et vous savez que la principale énergie renouvelable dont nous disposons en France aujourd'hui, c'est l'hydraulique, qui fait l'essentiel de la production d'énergie renouvelable. Et là, j'ai un petit message qui est de dire, première mesure en faveur des énergies renouvelables, c'est de préserver notre potentiel hydraulique. Et c'est ça l'art de la politique, messieurs les politiques, c'est qu'il s'agit de concilier des objectifs contradictoires. Et en matière hydraulique, si on veut garder le potentiel hydraulique, ça veut dire qu'il faut concilier les préoccupations en matière environnementale. Il n'y a pas de sujet plus passionnant d'ailleurs pour un industriel, mais aussi pour un politique, c'est de voir comment on gère un bassin d'eau, puisque l'eau sert à tout. L'eau sert à l'agriculture, l'eau sert à produire de l'énergie, l'eau sert aux loisirs, l'eau sert à la préservation de l'environnement, et concilier cet ensemble fait qu'il y a des choix politiques qui doivent être faits. Autre domaine pour les énergies renouvelables, c'est bien sûr les énergies éoliennes que je cite, parce que c'est celles sur lesquelles il y a aujourd'hui des objectifs chiffrés les plus ambitieux. Et s'agissant de la France, aujourd'hui, notre potentiel de production est de 500 mégawatts. Moi, j'ai l'habitude, déviation professionnelle, je raisonne en unités de tranches nucléaires. Donc, une tranche nucléaire, c'est à peu près 1000 mégawatts. Donc, aujourd'hui, ce que nous avons en éolienne représente une puissance d'environ une demi-tranche nucléaire. C'est ce qui existe en France. Et l'ambition pour 2010, affichée dans les perspectives de la loi sur l'énergie, est de 5000 à 10 000 mégawatts, c'est-à-dire de l'équivalent de 5 à 10 tranches, ce qui est un effort tout à fait considérable. Alors, le deuxième thème sur les énergies et sur le choix d'énergie primaire, eh bien sûr, c'est le choix du nucléaire. Et de ce point de vue, la France a une avance tout à fait considérable. Et nous avons fait tôt le choix d'avoir un potentiel nucléaire important. À cette occasion, je voudrais vous dire que l'utilisation que nous avons aujourd'hui de notre parc nucléaire, qui est d'environ 100 mégawatts, de 100 000 mégawatts, pardon, 100 gigawatts, ça représente environ 100 à 150 000 emplois. Le potentiel nucléaire aujourd'hui, son fonctionnement, c'est-à-dire à travers les ingénieurs, les prestataires de services, les exploitants, c'est de l'ordre de 100 à 150 000 emplois pour l'exploitation, la maintenance et le cycle de maintenance, d'investissement et de traitement du combustible. L'enjeu du nucléaire, bien sûr, et la France a fait ce choix, et c'est un élément très important de la politique énergétique française, et la loi sur les orientations énergétiques récentes l'a confirmé, et j'ai pu, en tant que responsable d'EDF, en traduire immédiatement la conséquence, c'est que nous avons décidé de construire une nouvelle unité de production nucléaire qui sera la 59e tranche. Nous avons déjà 58 tranches qui fonctionnent. Il n'y avait pas eu d'investissement depuis 10 ans. Et donc, après 10 ans d'absence, il était, si j'ose dire, de non-décision d'investissement, il était tout à fait important de pouvoir reprendre un cycle d'investissement. Et l'urgence venait, je pense qu'on en débattra tout à l'heure, l'urgence pour moi ne venait pas des besoins de capacité, je vais y revenir, il n'y a pas d'urgence en France en matière de capacité de production. Nous reprenons le cycle d'investissement et vous allez le voir, nous avons, j'ai décidé, un programme d'investissement maintenant dans la durée, mais il était urgent pour entretenir et renouveler nos compétences en matière nucléaire. Il était très important, aussi bien chez nos fournisseurs qu'au sein de l'entreprise EDF, que nous puissions renouveler nos compétences en matière nucléaire. Alors vous savez, l'EPR, je voudrais en dire un mot quand même, on appelle cette nouvelle tranche, la 59e tranche, on l'appelait EPR, E comme Europe. C'est en fait, après 10 ans, un nouvel modèle des tranches antérieures. Il n'y a pas de révolution technique, c'est les mêmes concepts que les tranches antérieures, mais pendant 10 ans, l'expérience accumulée par EDF et par nos amis allemands, l'EPR
est en fait une conception franco-allemande. L'expérience accumulée par EDF et par nos collègues électriciens allemands a été accumulée et a permis de développer un nouveau modèle de tranche nucléaire qui est l'EPR, mais qui est sur les mêmes techniques que le précédent. Néanmoins, on l'a appelé troisième génération, mais c'est un concept qui, en fait, cumule les expériences et qui est le fruit d'une collaboration franco-allemande. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une bonne nouvelle pour la France de construire une nouvelle centrale nucléaire, mais il me paraît très important que nous ne soyons pas les seuls. Je pense que dans cette matière, en matière nucléaire, on ne peut pas, et il n'est pas souhaitable, d'avoir raison trop longtemps tout seul. Et donc, je pense que l'intérêt de la France, l'intérêt d'EDF, l'intérêt de la France en tant que fournisseur d'équipements, l'intérêt de la France en tant que consommateur d'énergie, et l'intérêt de la France aussi en tant que producteur, c'est que le plus rapidement possible, d'autres pays, et notamment des pays proches de nous, d'Europe, fassent eux aussi le choix de reprendre leur cycle d'investissement nucléaire. On sent les opinions publiques évoluer dans ce sens. C'est vrai dans des pays comme le Royaume-Uni, c'est un petit peu l'Allemagne, les PECO, un peu moins l'Italie. Et puis c'est vrai, surtout, là, il y a eu un changement très important aux États-Unis, ce qui est important pour relancer au niveau mondial le nucléaire, avec la loi sur l'énergie qui a donné des incitations très fortes pour développer et favoriser des investissements dans le nucléaire. Alors un mot maintenant sur la France. Je serai à vos dispositions, bien sûr, pour revenir sur tous ces sujets. Sur la France, quelle est la situation et comment je vois concernant l'électricité et EDF nos enjeux dans ce contexte. Eh bien, premier contexte que j'ai décrit, c'est que EDF a repris un cycle d'investissement et nous recommençons à investir dans les capacités de production. Pour vous donner des ordres de grandeur, nous allons investir en France à un rythme d'environ 4 milliards d'euros par an, ce qui, au lieu de 3 milliards d'euros par an, c'est-à-dire pratiquement une progression de près de plus de 25%, et ceci pour partie dans le réseau de transport et de distribution. Nous reprenons un cycle de hausse de plus de 10%, et s'agissant des investissements de construction du parc, c'est pratiquement un triplement que nous allons réaliser dans les années qui viennent par rapport à la période antérieure. Nous allons tripler le rythme d'investissement de production. Alors nos investissements de production, ils vont d'abord être, à court et moyen terme, dans le redémarrage et la réhabilitation de centrales thermiques pour 3100 MW. Centrales thermiques à fioul ou à charbon, essentiellement à fioul, et puis également des cycles, des turbines à gaz, parce que nous allons profiter du fait qu'il y a besoin de capacités nouvelles, et nous allons investir à peu près au rythme de 1000 MW par an, c'est-à-dire l'équivalent d'une tranche nucléaire par an, mais nous allons profiter de cette montée en capacité pour améliorer l'optimisation de notre parc. C'est-à-dire que, en priorité, nous redémarrons des centrales thermiques qui vont être utilisées en semi-base. Parce que le nucléaire est d'autant plus rentable qu'il est utilisé en base. Une centrale nucléaire, elle fonctionne le mieux, c'est quand elle fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Non, pas 365 jours, parce qu'il y a des arrêts programmés annuels. Mais enfin, disons, le plus en continu possible. Et donc, le fait de développer la capacité thermique est une opportunité pour améliorer et réoptimiser notre parc. Donc, plus de 3000 MW de centrales thermiques. Nous avons annoncé également l'EPR qui doit pouvoir produire dès 2012, c'est-à-dire 1600 MW. Et puis enfin, nous avons l'ambition de participer au développement des énergies éoliennes. Et nous avons une ambition de prendre une part sur le marché de l'ordre de 20%, 20 à 30%, ce qui représente aussi presque l'équivalent d'une capacité d'une tranche. Donc, si vous additionnez tout ce que je viens de vous dire, ça veut dire que d'ici 2012, nous avons à peu près prévu de fournir et de mettre sur le marché les capacités nécessaires pour suivre la croissance de la demande. Enfin, je voulais dire, s'agissant de la spécificité française, les Français sont très attachés aux missions de service public, c'est une caractéristique. Les autres
les consommateurs des autres pays aussi, même s'ils ne l'appellent pas comme ça. Mais nous avons un concept qui est relativement formalisé. Et avec les évolutions vers la concurrence, il était très important que ce que nous attendons comme mission de service public soit rédigé et écrit dans le marbre. Parce que jusqu'à présent, c'était un concept qui était assez flou, au sens qu'il était non formalisé. Et donc, ce qui a été mis au point au cours de l'année précédente, là, et qui va être signé dans les prochaines semaines, c'est un contrat de service public qui va rassembler de façon précise les missions de service public, c'est-à-dire les engagements et les obligations que prennent l'État et EDF pour répondre à un certain nombre d'attentes des Français en matière de service public qui concernent l'égalité d'accès à l'électricité, la sécurité d'approvisionnement, l'égalité de traitement et aussi de prévoir des engagements à moyen terme pour assurer à la fois la qualité et l'équilibre du marché. Voilà un petit peu, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire en introduction. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions échanger. Et je voulais vous dire combien j'étais convaincu que la France avait, avec EDF et avec le choix du nucléaire, une chance tout à fait opportune dans ce contexte énergétique qui se traduit par une extension du domaine de concurrence. Avant, la concurrence était ou n'existait pas ou était limitée. Et avec le renchérissement du coût de l'énergie, EDF, avec ses atouts et notamment avec un parc de production particulièrement optimisé, est tout à fait en mesure, comme j'espère le dit le journal, je n'ai vu que les titres, d'être un des tout premiers opérateurs européens, sinon, je l'espère, le leader européen du domaine de l'énergie. Et ceci implique que nous devons investir, et c'est l'objet de l'augmentation de capital que j'espère la plus importante possible qui va être décidée prochainement. Merci de votre attention.